locale vous présente le Club des territoires. Et avec nous pour ce club, Claire Planchard. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef au groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Erwan Lestron, bonjour Erwan. Merci également d'être là, directeur conseil chez Odoxa. Et on va parler comme tous les mois du baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale sur les élections européennes. Le RN fait la course en tête, creusant l'écart avec la majorité présidentielle et tous les autres partis qui sont en dessous de 10%. Vous nous décrypterez tout ça, mais d'abord, on va revenir évidemment sur l'information de cette soirée agitée à l'Assemblée nationale où la commission mixte paritaire sur le texte immigration n'a toujours pas abouti. Alex, on va voir que le plus dur est peut-être à venir. Et oui, on verra que le programme de cette journée de ce matin s'annonce très chargé pour les parlementaires pour essayer d'aboutir à un accord sur ce projet de loi immigration. Et on en parle tout de suite dans ce club. Soirée agitée hier à l'Assemblée nationale, de coups de théâtre en suspension. La droite et la majorité présidentielle n'ont toujours pas trouvé à l'heure actuelle d'accord sur le texte. On va voir le récit de cette soirée avec Cécile Sixou. Beaucoup pensaient que l'affaire serait pliée hier soir, mais à minuit 30, les travaux de la commission mixte paritaire sont suspendus jusqu'à ce matin 10h30. Les négociations patinent dès l'ouverture de la commission mixte paritaire à 17h. Une première suspension est demandée au bout de quelques minutes. Visiblement, LR et majorité présidentielle ne s'étaient pas compris sur les aides personnalisées au logement versées aux étrangers. C'est simplement parce que dans les discussions entre la Première ministre et certains groupes, et notamment le groupe des Républicains, ce sujet a été considéré comme abordé par les uns et pas abordé par les autres. C'était une discussion orale et au moment où elle a été actée par écrit, on s'est rendu compte que la position divergeait. L'attente va durer 4 heures. Les députés Renaissance sont convoqués à Matignon par Elisabeth Borne, qui tient à ce qu'un accord soit trouvé. À la reprise des travaux à 21h, les LR attendent un pas de la majorité présidentielle. Que la majorité ait du mal, que la majorité doit faire un grand travail pour partir de leur version initiale pour rejoindre la version des Républicains, je l'entends, c'est pas forcément facile. Nous, on a dû avaler énormément de couleuvres ces dernières années depuis 2017, mais c'est le jeu de la démocratie. Si la commission mixte paritaire valide plusieurs mesures en fin de soirée, la question des APL reste à trancher. C'est normal qu'il y ait un peu de cristallisation. C'est une négociation qui n'est pas simple, sur laquelle chacun a ses lignes rouges. Chacun donne une concession à l'autre et évidemment, on essaie de trouver le point d'équilibre. Donc, c'est pas anormal qu'il y ait de la discussion. C'est normal qu'elle nécessite un peu de temps. Tout se joue ce matin. Si les députés et sénateurs trouvent un accord, le texte pourra être présenté aux assemblées cet après-midi. Sinon, il sera abandonné. Claire, on le voit, ça a été compliqué hier, la soirée à l'Assemblée. Il y a eu une suspension immédiate, ça a repris à 21h, ça a été suspendu. Il n'y a toujours pas d'accord à l'heure actuelle. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel scénario ? La journée avait démarré avec un scénario un peu réglé comme du papier à musique. On nous avait dit voilà, réunion dans l'après-midi, vote le lendemain solennel à l'Assemblée au Sénat. Et on a vu que très très vite, en fait, malgré les déclarations officielles disant qu'on était plus proche d'un accord que d'un désaccord de la part de Gérald Darmanin, il y a eu des points vraiment de crispation, notamment sur la restriction, on a entendu des allocations aux personnes immigrées, donc ce délai de 5 ans pour la présence sur le territoire français. Et on voit bien que là, est-ce que c'est un jeu de poker menteur qui dit vrai ? Est-ce que vraiment il y avait eu un deal avant ? Est-ce que quelques interlocuteurs n'ont pas respecté leurs engagements ? Il y a vraiment là, dans ce huis clos, eu des tractations qui n'ont pas permis d'avancer. Donc on repart donc à 10h30 ce matin et effectivement le plus dur reste à venir parce que là le temps presse. On sait que le président voulait terminer avant même son déplacement en Jordanie, donc avant les congés de fin d'année. Donc c'est vraiment, là on sent que là le gouvernement joue gros quoi. Ouais. Et quel regard les Français peuvent avoir sur tout ça, Erwan ? On sait dans les sondages en tout cas que les Français sont majoritairement favorables à ce texte et qu'ils veulent plus de fermeté sur l'immigration. On en avait parlé le mois dernier. Comment ils peuvent percevoir ce qui se passe ces dernières heures ? Ce qu'on avait vu la semaine dernière quand on interrogeait les Français, c'est que uniquement 3 sur 10 d'entre eux, après l'adoption de la motion de rejet, souhaitaient un abandon pur et simple du projet de loi immigration. Il y a quand même 7 sur 10 qui veulent une loi immigration. Et là-dedans, une grande majorité nous disait souhaiter un projet plus à droite, plus proche de la version des sénateurs. Ça, c'est du point de vue de l'opinion des Français aujourd'hui. Par contre,
il y a le poison lent de l'ingouvernabilité. Et ça aussi, ça a du poids. Parce qu'en fin de semaine dernière, les Français étaient majoritaires à souhaiter un départ de Gérald Darmanin du ministère de l'Intérieur, mais aussi 6 sur 10 à être favorable à un changement de Premier ministre, à une dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le risque que des frondeurs s'installent chez Renaissance. C'est une chose qu'on avait vue, qui avait un peu détérioré le quinquennat de François Hollande, ces frondeurs au sein même de son camp. Donc, il y a le poison lent de l'ingouvernabilité qui peut être un vrai enjeu pour l'exécutif, au-delà du fait que les Français sont globalement assez favorables aux mesures rigides qui sont proposées dans le projet tel qu'il a été revu par les sénateurs. Ouais, et vous avez posé la question du rejet du projet de loi immigration, on va le voir. 53% des Français pensent que le rejet est une bonne chose ? Oui, alors c'est un accueil assez schizophrénique des Français. C'est peut-être la facture qui arrive quelques mois après du 49.3 pour la réforme des retraites. C'est qu'il y avait un rejet des Français sur la question de la méthode et aussi peut-être une certaine volonté dans une partie de l'électorat d'infliger un camouflet à la majorité présidentielle. Plus que sur le fond du texte. Sur le fond du texte, il n'y a pas de débat. Les Français sont beaucoup moins clivés que la classe politique sur ces différents sujets, soutiennent favorablement, mais à plus de 6 personnes sur 10, l'ensemble des mesures envisagées. Ce qui a plutôt été apprécié chez les Français, c'est cette horizontalité de la politique et cette capacité des oppositions, en servant en même temps au détriment du président, à faire reculer l'exécutif. Est-ce que aussi bien l'exécutif, Claire, que la droite auraient beaucoup à perdre en cas d'échec de ce texte immigration ? Pour la majorité, notamment pour Emmanuel Macron, c'était une réforme politique qui était dans son programme et qu'il a voulu un peu être une incarnation de son en même temps, c'est-à-dire où il y avait à la fois des mesures plus à gauche, voilà, notamment on parlait beaucoup de la régularisation des travailleurs dans les secteurs en tension, voilà, et en même temps cette volonté de montrer qu'on essaye de maîtriser les flux migratoires. Et l'échec de ces tractations, de cette navette entre l'Assemblée et le Sénat, montre toute la difficulté de cet équilibre. Et on l'a entendu M. Retailleau en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut arriver justement à concilier sur un sujet comme ça ces deux équilibres? Et est-ce que vous disiez sur la perception des Français, aujourd'hui on a une droitisation de l'opinion sur le sujet. LR tient les clés de ce texte. Et en même temps, il y a un risque de fracturation vraiment très très forte de la majorité. Et on parlait des frondeurs. Là, aujourd'hui, il y a entre 20, je crois, députés 20 et 30 qui diraient qu'ils ne voteraient pas parce que c'est contraire à leurs valeurs, à leurs convictions. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 2017, ce parti venait surtout de sympathisants socialistes. Voilà, donc avec certains positionnements sur ces questions, notamment de préférence nationale, qui sont perçus comme vraiment un héritage du Front National, des questions vraiment centrales et de valeurs. Et on voit que là, effectivement, si on n'y arrive pas, c'est-à-dire que LR n'aura pas montré sa capacité à vraiment tenir le jeu et Emmanuel Macron l'a dit, il abandonnerait ce texte qui était central pour lui. Ouais, et du coup, ça poserait la question de la crise politique et de comment en sortir. Là aussi, vous avez posé des questions. Erwan, les Français, ils veulent à une grande majorité un référendum sur cette question de l'immigration. Sur cette question de l'immigration, ils étaient 3/4 d'entre eux à être favorables à un référendum sur les questions de l'immigration, mais ils souhaitent aller plus loin. Ils veulent vraiment un changement de cadre, une meilleure prise en compte de l'ensemble des sensibilités qui s'expriment à l'Assemblée nationale. Et en ça, ils sont très favorables à un changement de Premier ministre, à une dissolution, à un espèce de changement de règles du jeu. Et c'est vrai que l'initiative d'ampleur qui est annoncée par Emmanuel Macron pour la rentrée 2024, elle devra nécessairement prendre en compte ces attentes. D'ailleurs, un mot sur le référendum sur l'immigration, car c'est vraiment un point de débat entre la droite, le Rassemblement national et Emmanuel Macron. Les LR et le RN souhaitent changer la Constitution pour pouvoir organiser un référendum sur ce sujet de l'immigration, ce qui n'est pas possible actuellement. Au début, Emmanuel Macron avait plutôt une approche plutôt favorable, car il voulait donner des gages à la droite, mais il a vu qu'il n'avait pas de majorité au Parlement pour toucher à la Constitution sur ce sujet du référendum sur l'immigration. Et en plein projet de loi finalement au Parlement sur l'immigration, il a annoncé à la droite qu'il n'y aurait pas de possibilité de référendum sur ce sujet, qu'il fermait la porte justement sur cette question. Et donc c'était peut-être un autre point qui a tendu encore un peu plus la relation entre la majorité présidentielle et les LR. Sachant que les Français étaient favorables à la révision constitutionnelle pour dépasser les référendums sur les questions de société et élargir un peu à l'immigration. Ouais, et alors, on va parler des conséquences pour l'exécutif. On commence à regarder le baromètre mensuel. Comme tous les mois, vous avez posé la question de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne. Sont-ils un bon président de la République, une bonne première ministre? C'est un baromètre qui a été réalisé après le vote de la motion de rejet, Erwan. On va voir les résultats.
Est-ce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne payent le rejet de ce texte à l'Assemblée la semaine dernière ? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs intéressant de regarder la trajectoire sur cette année, vu qu'on est au mois de décembre, de regarder la trajectoire 2023 d'Emmanuel Macron en termes de popularité. Il avait perdu beaucoup de points de popularité, on l'a vu au premier semestre avec la réforme des retraites. Il y a eu une légère remontée à la rentrée, une attitude du président qui a été saluée face au conflit israélo-palestinien. Mais globalement, là, avec ce nouveau recul de la popularité de chef de l'État, au global, il perd 8 points sur l'année 2023. Ce qu'on évoquait le mois dernier, c'était le risque d'un vote sanction aux élections européennes, qui sera la première élection où les Français retournent aux urnes après la séquence présidentielle législative. Mais maintenant, à cette question du vote sanction aux européennes, c'est à ajouter un risque de vote critique face à l'ingouvernabilité, parce que le réformisme dynamique pour décloisonner la France, rendre l'action publique efficace, c'était quand même un des marqueurs d'Emmanuel Macron et de sa compétence et de sa capacité à faire changer les choses. Si aujourd'hui il est dans une ingouvernabilité et il montre que finalement ses projets achoppent, ça sape quand même beaucoup son crédit et auprès de son socle électoral. Donc il y a un risque qui va au-delà du vote sanction et de la surmobilisation des oppositions aux européennes, mais qui est vraiment dans la confiance dans le projet d'Emmanuel Macron et dans sa capacité à réformer. Ouais, on voit donc Emmanuel Macron perd des points, Elisabeth Borne aussi perd des points, elle perd 1 point. Claire, est-ce qu'elle paye cette séquence ? Oui, elle était sur une dynamique très négative depuis longtemps. Le mois dernier déjà, c'était une des responsables qui était la plus pénalisée par cette séquence. On la voyait, on demandait son départ. Et là, c'est sûr qu'elle a à la fois joué un rôle assez central, c'est-à-dire que dans son face-à-face avec Gérald Darmanin, elle a tenté de reprendre la main, mais que cette impasse dans laquelle il se trouve à trouver une majorité, à élargir la majorité, à trouver une façon de gouverner malgré l'absence de majorité absolue à l'Assemblée, montre cet échec et cette impasse. Je continuer justement à parler de ce projet de loi immigration. On va revenir évidemment sur le baromètre, mais puisqu'on parle des conséquences pour l'exécutif et pour la majorité de cette séquence, Alex, est-ce que finalement le plus dur, c'est pas la journée d'aujourd'hui ? Oui, le programme d'aujourd'hui s'annonce chargé avec la reprise de la commission mixte paritaire ce matin à 10h30. Députés et sénateurs vont essayer de lever le point de blocage, notamment sur la question du versement de l'allocation logement des aides personnalisées au logement pour les étrangers, en espérant qu'ils ne trouvent pas d'autres points de blocage dans l'examen de ce projet de loi immigration. En tout cas, à 10h30, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, ne sera pas présent dans cette commission mixte paritaire. Il l'a annoncé ce matin sur ce plateau. Il s'explique. 10h30, c'est le début de la réunion des groupes. Moi, ce matin, j'irai chercher un mandat auprès de mon groupe. Je n'irai pas à la CMP. J'estime que ma place, c'est devant mon groupe, pour le présider, pour expliquer les choses et pour recevoir de la part des sénateurs LR un mandat clair. Je ne ferai rien qui soit en contradiction avec ce que veut mon groupe. Je serai devant mon groupe et je ne serai pas à la commission mixte paritaire. Voilà, donc Bruno Retailleau qui a besoin de consulter le groupe Les Républicains au Sénat sur cette négociation en CMP. Et si au final il y a accord entre la majorité présidentielle et les Républicains sur ce projet de loi immigration, à 14h30, ce qui est prévu, c'est que l'ensemble du Sénat se prononce par un vote sur ce texte de compromis issu de la commission mixte paritaire. Alors là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. La majorité de droite et du centre du Sénat devrait voter ce projet de loi immigration. En revanche, là où ça va être intéressant à observer, c'est aux alentours de 16h, 16h30 à l'Assemblée nationale, après les questions au gouvernement, les députés devront aussi voter sur ce projet de loi immigration issu de cette négociation. Et il faudra voir si la cinquantaine de voix de députés Les Républicains qui pourraient être gagnées en faveur de ce projet de loi immigration ne sera pas perdue de l'autre côté au sein de la majorité présidentielle, car certains députés Renaissance pourraient ne pas voter un texte jugé trop droitier. On va écouter un député Renaissance qui a été interrogé sur le plateau d'LCP hier soir. Il est minuit. Et donc demain, nous aurons peut-être un texte. De toute façon, ce texte-là, s'il ne respecte pas les lignes rouges que nous avons définies et qui ont fait l'objet de discussions ce week-end entre forces républicaines... Elle ne sera pas votée ? Nous serons un certain nombre à ne pas la voter. Et donc moi, je dis à nos représentants dans la CMP de ne pas céder s'ils veulent que ce texte soit voté demain.
Alors ça, c'est si accord. Qu'est-ce qui se passe juste en cas d'échec, Alex? Eh bien, en cas d'échec, le projet de loi immigration est abandonné par le gouvernement. C'est Emmanuel Macron qui, la semaine dernière, avait fixé cet ultimatum. Il veut clore cette séquence immigration avant Noël. Ce serait à la fois un échec pour le gouvernement, pour la majorité présidentielle, mais aussi pour la majorité de droite et du centre du Sénat qui souhaitait un texte de loi sur l'immigration. La majorité et Elisabeth Borne jouent gros aujourd'hui, Claire. Ah bah oui, on l'a bien vu. Ils ont dit voilà, que si le texte, il y a cette question d'un accord, mais après il y a le vote. Il faut qu'ils arrivent à réunir leurs troupes pour voter ce texte. Ils ont dit qu'ils n'utiliseraient pas le 49.3, que le texte serait abandonné. Effectivement, ce qu'on disait, s'ils partaient cette fin d'année en ayant échoué sur ce texte fondamental où les Français ont pu voir pendant des semaines des tractations, une ambiguïté sur les positions, le flou et l'accusation qui plane de ne pas avoir de boussole, de ne pas avoir de projet, d'avoir ce manque de récit de ce qu'on veut faire. Là, on aurait une manifestation vraiment très très importante de cette impuissance en fait à gouverner. Et d'autant que si on revient au baromètre, Erwan, là aussi c'est une question que vous posez tous les mois, c'est ce qu'on appelle le palmarès de l'adhésion. Quelles sont les personnalités politiques préférées? On se rend compte que dans la majorité, eh bien, tout le monde perd, y compris Édouard Philippe, qui est à chaque fois numéro 1 de ce baromètre. Alors il le reste, mais c'est celui qui perd le plus de points. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour la première fois, la majorité, alors qu'elle en était l'instigatrice, a été la victime du en même temps. C'est-à-dire que les oppositions et de gauche et de droite se sont opposées à un projet de la majorité. Et il y a une déflagration qui est importante. Pour Elisabeth Borne, on peut se demander si cette double séquence des retraites puis maintenant de l'immigration n'a pas trop entamé son capital de soutien dans l'opinion. Et on voit des baisses pour les figures de la majorité qui sont significatives. Moins 5 points, vous l'avez dit, pour Édouard Philippe, moins 4 points pour Bruno Le Maire, moins 4 points pour Gérald Darmanin. Gabriel Attal, lui, qui avait présenté le choc des savoirs entre-temps, qui avait été plutôt apprécié à limiter la casse. Il est un peu plus épargné. Voilà, il était épargné. Mais c'est vrai qu'il y a un recul des figures de la majorité parce que ça jette le discrédit sur la capacité à réformer, sur la maîtrise des horloges et de la boussole du camp présidentiel qui n'est plus assurée aujourd'hui dans l'esprit des Français. Ouais, et Gérald Darmanin, moins 4 points, hein, Erwan le disait. C'est la deuxième, je crois, plus forte baisse derrière Édouard Philippe. Ça veut dire que la séquence l'a abîmé politiquement, Claire? Tout à fait. On se souvient lundi dernier, après la motion de rejet, il allait présenter sa démission au président de la République qu'il a refusé. Dans coulisses, on sait que Elisabeth Borne avait tenté de le contacter, mais il a voulu que ce soit Macron qui refuse sa démission. Il y a vraiment une dimension. Enfin, il a porté ce texte, il en avait fait vraiment un combat. Et puis on en avait parlé de ce savoir-faire politicien, de tractation. Voilà que dans ce huis clos, encore une fois, tout n'était pas scellé, tout n'était pas ficelé, et c'est quand même un échec retentissant. Donc on voit bien que c'était déjà une personnalité clivante. On en avait longtemps parlé quand en juillet il avait aspiré à prendre la place d'Elisabeth Borne. Non, finalement la majorité n'était pas soudée autour de ce candidat qui avait des positions jugées trop droitières. Et là, on est pile dedans, c'est-à-dire qu'il a défendu un texte qui, à l'image de ses convictions, de sa stratégie de contournement du RN, en reprenant certaines des idées, en refusant de la diaboliser, et on voit que ça coince, que ça ne fait pas consensus et que ça n'a pas réussi à trouver un accord pour autant. Donc oui, je pense que cette séquence l'a bien, marginalisée d'une certaine façon dans la séquence. Et en revanche, on le voit dans le baromètre, ceux qui prennent des points, c'est Éric Ciotti, Marion Maréchal, Jordan Bardella. Ça veut dire que la séquence, elle profite à la droite et à l'extrême droite? En tout cas, elle profite surtout à l'extrême droite, parce que c'est vrai qu'elle ne profite pas à la gauche. En tout cas, elle est plutôt vue comme un échec pour la majorité. À l'extrême droite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Marine Le Pen en 3e position des personnalités politiques qui ont les codes d'adhésion les plus importantes chez les Français, Jordan Bardella, 4e, Marion Maréchal, 5e. Et en fait, pour expliquer ça, il y a quand même 2 choses. Il y a, d'une part, la droitisation des Français, on le voit bien. Finalement, les personnalités de gauche arrivent assez loin dans notre palmarès. Et puis, il y a aussi, quand même, il ne faut pas l'ignorer, un recentrage de ces personnalités qui sont moins considérées aujourd'hui comme des personnalités d'extrême droite, avec des thèmes qui rentrent dans le débat. On le voit bien justement avec ce projet de loi immigration, avec des thèmes qui ne sont plus du tout jugés extrêmes, mais dans le débat. Et c'est vrai que le regain des inquiétudes sur la sécurité et l'immigration joue en leur faveur aussi dans l'actualité. On va parler des européennes puisque c'est le thème du baromètre ce mois-ci. Le scrutin, on le rappelle, c'est le 9 juin prochain. On va découvrir les résultats des intentions de vote selon ce baromètre. On rappelle juste qu'il faut faire plus de 5% pour obtenir des sièges au Parlement européen. Le RN arrive largement en tête.
loin derrière Renaissance et très loin derrière les autres partis. On est dans un duel, Erwan ? Oui, alors on est dans un duel, mais avec des dynamiques complètement inversées. C'est-à-dire que le RN a vraiment le vent en poupe. 31% d'intention de vote, c'est un niveau très haut. Ils sont 10 points au-dessus la liste de la majorité présidentielle. C'est un mécanisme complètement inversé par rapport à ce qu'on voyait en 2019. Si on rappelle le contexte de 2019, la liste de Nathalie Loiseau était placée beaucoup plus haut dans les sondages pour un atterrissage à 22%, avec une campagne qui avait déjà été vécue comme une contre-performance parce que sur le fil, elle s'était faite doubler par la liste de Jordan Bardella qui avait remonté dans les dernières semaines de la campagne. Aujourd'hui, le RN part en tête et avec un matelas de soutien qui est beaucoup plus important et probablement plus fidélisé qu'il ne l'était par le passé. Parce que pendant longtemps, le RN, c'était un parti qui craignait beaucoup de la démobilisation électorale parce que c'était un socle électoral composé de jeunes, d'ouvriers, de personnes qui se démobilisent facilement dans les urnes, alors que la majorité présidentielle est plutôt soutenue par les 65 ans et plus, les cadres qui votent beaucoup. Aujourd'hui, on voit que le RN n'a plus de faiblesse électorale, et même si je regarde les résultats de notre intention de vote auprès des 65 ans et plus, auprès des cadres, auprès des habitants de métropole, j'arrive quand même à 20 points d'intention de vote pour le Rassemblement national. Donc c'est un matelas assez solide, avec une vraie prise de hauteur par rapport à la majorité présidentielle. Il y avait un point d'écart en 2019, au soir des élections européennes. Il y en a 10 dans notre intention de vote. Ça ne veut pas dire que c'est le scénario final. On est à 6 mois du scrutin. Mais ça montre qu'il y a quand même un vrai écart entre les deux. Et le RN enverrait, si les élections avaient lieu dimanche prochain, 29 députés au Parlement européen. On va voir les projections. C'est 9 de plus que la majorité présidentielle. Le RN en gagnerait 6, la majorité présidentielle en perdrait 3. Donc il y a vraiment deux écarts et des dynamiques électorales qui sont complètement inverses entre ces deux forces politiques. Claire, est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen et Jordan Bardella réussissent leur pari de faire de ces européennes une élection de mi-mandat et donc un duel avec Emmanuel Macron ? Effectivement, c'était la stratégie. Le directeur de campagne, Alexandre Loubet, nous le redit ce matin dans les quotidiens du groupe EBRA. Notre stratégie est validée. Cette barre des 30% était vraiment un objectif pour eux. Et là, on voit qu'à 6 mois des élections, il est atteint dans les intentions de vote. Ils ont démarré très tôt avec le choix donc, de nommer Jordan Bardella à tête de cette liste, alors qu'on voit que dans les autres formations, il y a encore des atermoiements. On ne sait pas encore qui conduira la liste Renaissance, même si voilà, ça se dessine, mais voilà, donc il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant, avec cette crainte quand même, effectivement, d'une démobilisation qui va être le gros enjeu pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse avance, mais s'assurer que cet électorat se présente bien à ces élections européennes où, traditionnellement, il y a une très forte abstention, Erwan l'a dit, contrairement, effectivement, à l'électorat de la majorité qui vote beaucoup à ce scrutin-là. Et donc, l'idée, c'est de montrer que de la même façon qu'ils peuvent mettre le gouvernement en minorité aujourd'hui sur un débat comme il y a à l'Assemblée, au Parlement européen, ils pourraient, avec leurs alliés populistes européens, contrer en fait la majorité pro-européenne sur des dossiers comme on voit qui sont en train d'être traités aujourd'hui, l'environnement, l'immigration. Donc il y a vraiment cette volonté de jouer ce jeu-là, ouais. Et justement, à l'échelle de toute l'Europe, quand on regarde les sondages en France, eh bien, il n'y a pas un reflet identique sur les sondages au niveau de tout le Parlement européen. Il y a bien une poussée des formations d'extrême droite, mais il reste quand même dans les sondages deux blocs forts du Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite, et des sociaux-démocrates. Mais effectivement, selon les intentions de vote au niveau européen, eh bien, il y aura une poussée des deux groupes d'extrême droite, à savoir eh bien, Identité et démocratie, où il y a les députés français du RN, et également les conservateurs et réformistes européens, où il y a par exemple la formation de l'italienne Giorgia Meloni. Pour voir la suite des intentions de vote, Erwan, les autres partis sont en dessous de 10%. C'est le PS et les LR qui arrivent en tête de ce deuxième bloc. On va dire, ils sont à 9% tous les deux. Oui, et pour le PS, c'est assez intéressant parce qu'ils retrouvent en quelque sorte le leadership au sein de la gauche. Ça montre quand même une rupture avec la situation de 2022 à la création de la NUPES, où le centre de gravité naturel et légitime de l'accord était la France insoumise. On voit qu'on n'est plus dans cette situation. Il faut préciser quand même que le PS à 9% bénéficie aussi de la structuration des forces politiques. C'est qu'il n'y a pas de liste génération. Il y avait une liste génération qui avait fait 3 points en 2019. Le PS était à 6 points. Donc voilà, on est quand même sur la même tendance, mais ça place le PS en première position. La force politique qui est la plus affectée par la nouvelle donne électorale, c'est les écologistes. Les écologistes, aujourd'hui, ils recueilleraient 6% des voix. Ce serait 7 points de moins que la performance de 2019. Ils perdraient 8 sièges au Parlement européen. C'est la force politique qui perdrait le plus
si les résultats électoraux étaient conformes à ce qu'on a mesuré dans notre sondage. Ce qui est important, c'est qu'on est sur une candidate politique qui est beaucoup moins rassembleuse que n'a pu l'être Yannick Jadot en 2019, Daniel Cohn-Bendit en 2009, et on est sur un résultat proche de la liste d'Emmanuel Cos en 2014. Très rapidement, Claire, il nous reste 20 secondes. Non, mais effectivement, sur le PS, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la droitisation peut-être de la majorité peut aussi bénéficier. Aujourd'hui, le candidat putatif, c'est Raphaël Glucksmann. Enfin, il y a des négociations, mais c'est vrai que ces prises de position, notamment sur l'Ukraine, sur les réfugiés, sur les droits de l'homme, enfin, un certain positionnement a pu ramener un électorat qui ne se retrouve pas dans la NUPES, en fait, aujourd'hui. Et on suivra évidemment ces européennes, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. On va reparler de la loi immigration à la une de la presse régionale. Alex, le projet de loi immigration à la une de certains de nos quotidiens régionaux. Et oui, Emmanuel Macron joue à l'apprenti sorcier. Selon la Marseillaise, le quotidien marseillais estime qu'Emmanuel Macron a cédé aux Républicains qui ont multiplié les exigences pour durcir le projet de loi immigration, soulignant encore un peu plus la crise de régime en cours. Et puis de son côté, Nice Matin a rencontré des étrangers qui sont employés dans des métiers, dans des secteurs en tension. On le rappelle, ce texte prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, même si la droite sénatoriale a durci les critères de régularisation par le préfet. Et Alex, si le gouvernement connaît des difficultés sur cette loi immigration, en 2024, il y aura une autre loi qui pourrait être compliquée à faire adopter, c'est la loi sur la fin de vie. Et oui, les ennuis ne sont pas terminés pour Emmanuel Macron. Ce texte sur la fin de vie n'est pas encore présenté officiellement, qu'il suscite déjà des critiques. Une version provisoire prévoit la création de 2 aides actives à mourir, le suicide assisté et une exception d'euthanasie par le soignant quand la personne en fin de vie ne peut pas recourir elle-même au suicide assisté. Et ce texte, il suscite l'inquiétude des soignants. C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Des organisations disent leur opposition à, je cite, une mort provoquée et organisée, alors que l'accès aux soins palliatifs est déjà insuffisant dans notre pays. Mauvaise nouvelle pour les fêtes de fin d'année, le Covid est de retour. Et oui, le nombre de contaminations du Covid augmente avec notamment le nouveau variant JN1. Le plan blanc a été activé dans les hôpitaux du Grand Est. Et puis, à la une du Courrier Picard, on apprend le retour du masque obligatoire au CHU d'Amiens. Dans cet hôpital, les soignants, les patients, les visiteurs devront remettre le masque car il y a le Covid, mais il y a aussi la grippe qui circule. Que des bonnes nouvelles, Alex. Merci Claire, merci Arwan. Merci à tous de nous avoir suivis. Alex, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs à 12h30 parce qu'on va suivre, bien sûr, ce qui se passe ce matin autour de cette commission mixte paritaire. Prochain rendez-vous donc à 12h30. On vous retrouve en direct. Très bonne matinée.